Sors de mon siège tout de suite, petit. Les mots claquent comme des éclats d'obus dans l'air feutré de la cabine de première classe. Je me fiche de qui est ton père ou de combien d'argent il a. La première classe, c'est pour les vrais hommes d'affaires, pas pour les gamins parachutés par des quotas de diversité. Julien Dubois, 8 ans, se fige, ses petites mains crispées sur les accoudoirs du siège 2A, comme s'il pouvait le protéger d'une tempête imminente. Le col immaculé de sa chemise sur mesure, taillé par un couturier de la rue Saint-Honoré, lui semble soudain trop serré contre sa gorge. Ses yeux, écarquillés par le choc et l'incompréhension, balaient frénétiquement l'avant de la cabine, cherchant désespérément Antoine Leroux, le chef de la sécurité de son père, qui a disparu quelques instants plus tôt pour répondre à un appel urgent. L'homme qui se tient au-dessus de lui, Claude Moreau, un cadre supérieur au visage rougeau, porte un costume coûteux mais froissé, son haleine empestant le whisky écossais de marque et une arrogance palpable. Il abat sa carte d'embarquement contre l'appui-tête, à quelques centimètres du visage de Julien. « T'es sourd, gamin? C'est mon siège. Bouge, ou je te fais virer de cet avion. » Les autres passagers tournent la tête, certains sortent discrètement leur smartphone pour filmer la scène. Une hôtesse de l'air, Sophie Garnier, se précipite dans l'allée, son sourire professionnel vacillant sous la pression. « Monsieur, je vous prie de baisser la voix, dit-elle, tentant de maintenir l'ordre. Je ne baisserai pas la voix tant que ceci. » Moreau fait un geste dédaigneux vers Julien. « N'aura pas quitté mon siège, que j'ai payé 40 €. » La voix de Julien, lorsqu'elle s'élève enfin, est calme, presque trop douce pour la gravité de la situation. « Mon père a réservé ce siège pour moi, monsieur. J'ai la bonne carte d'embarquement. » Il tend la main vers son sac à dos, un modèle en cuir Hermès qui vaut plus que le loyer mensuel de l'homme en colère. « Ton père ?» Moreau ricane, un rire sec qui fait sursauter les autres passagers de la première classe. « Laisse-moi deviner, un type qui a eu de la chance grâce à des quotas. Un rappeur peut être. C'est qui? Ton papa, gamin? Un ministre de la diversité? L'hôtesse pâlie. Monsieur, s'il vous plaît. » Mais le mal est fait. Ce que personne dans la cabine ne sait encore, ni Moreau, ni l'hôtesse horrifiée, ni les passagers qui filment en silence, c'est que dans exactement 7 minutes, cet Airbus A380, à destination de Londres, recevra l'ordre de retourner à la porte d'embarquement. Dans 9 minutes, des agents de sécurité armés monteront à bord. Et dès le lendemain matin, le visage de Claude Moreau, rouge de colère, s'étalera sur tous les écrans de France, de TF1 à France 24. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut remonter 18 heures en arrière, lorsque Étienne Dubois, 38 ans, PDG de Lumière Technologies et l'un des hommes les plus riches de France, a pris une décision qui allait déclencher cette chaîne d'événements. 18 heures plus tôt, la pluie d'automne fouette les baies vitrées du bureau Penthouse d'Étienne Dubois, perché au sommet de la tour Montparnasse. À 48 étages au-dessus de Paris, la ville s'étend sous ses yeux comme un tableau de lumière et de possibilités, un échiquier qu'il a appris à maîtriser au fil de 15 années de travail acharné. Étienne se tient debout, silhouette élancée contre l'horizon scintillant, téléphone collé à l'oreille. « Jacques, je me fiche de ce que veut le conseil d'administration. Je prends Julien avec moi à Londres. Point final. » Sa voix porte la confiance tranquille d'un homme rarement contredit. Il pivote, son costume marron sur mesure, captant la lumière tamisée du bureau. À son poignet, une Patek Philippe vintage, un héritage de son père, un immigré sénégalais qui n'a jamais vu le succès de son fils. L'acquisition se fera, avec ou sans leur aval. Julien doit voir comment ça fonctionne. Il marque une pause, écoutant la réponse. Il a 8 ans, Jacques. À cet âge, Debussy composait déjà. Julien doit comprendre que notre monde n'attend personne. De l'autre côté de la pièce, Julien est assis en tailleur sur un canapé en cuir italien, ses petits doigts dansant sur une tablette spécialement conçue pour lui. Contrairement aux enfants de son âge, qui joueraient à des jeux vidéo ou regarderaient des vidéos sur YouTube, Julien consulte une version simplifiée des rapports d'acquisition de la société britannique Thornfield Innovation, préparée par l'équipe d'analystes de son père. « Papa », appelle-t-il, sans lever les yeux, « si on rachète Thornfield, qu'advient-il de leur division d'intelligence artificielle ? Leur rapport du 3e trimestre montre des résultats instables. » Étienne couvre le micro du téléphone, un sourire rare adoucissant ses traits. « C'est exactement la question que je veux que tu poses demain, fiston. » Puis, à Jacques, il ajoute « Mon fils vient de repérer un problème dans la division IA de Thornfield. Ton diplôme de l'ENA l'a-t-il vu ?» Sans attendre de réponse, il raccroche. Julien lève les yeux, ses prunelles reflétant une sagesse bien au-delà de ses années, mais toujours teintée de cette étincelle d'émerveillement enfantin qu'Étienne s'efforce de préserver. Depuis la mort de Claire, la mère de Julien, dans un accident de voiture il y a 3 ans, ils ne sont plus que tous les deux face au monde.
Un monde qui les juge à travers le prisme déformé de leur richesse et de leur couleur de peau. Est-ce qu'Aimé Lefebvre est encore fâché demande Julien, faisant référence au président du conseil d'administration. Étienne s'approche et s'assoit à côté de son fils, son mouvement précis, contrôlé, comme tout ce qu'il fait. Monsieur Lefebvre ne comprend pas ce que nous construisons, Julien. Il voit des profits trimestriels. Nous voyons des générations. Le garçon hoche la tête, absorbant les paroles de son père comme une leçon sacrée. Depuis la disparition de sa mère, Julien chérit ces moments, ces bribes de sagesse qui le relient à la figure imposante qu'est devenue son père, à la fois dans leur monde privé et aux yeux du public. Maman aurait compris, murmure Julien. Étienne ressent une douleur familière dans la poitrine à l'évocation de Claire. Oui, répond-il, sa voix perdant momentanément son tranchant. Elle voyait toujours plus loin. Il consulte sa montre, un modèle identique au sien, mais adapté au poignet d'un enfant, un cadeau d'anniversaire qui avait fait pleurer Julien de joie. Il se fait tard. Londres est 1 heure en arrière, mais nous devons nous reposer. Le vol part tôt. Julien acquiesce, puis demande avec un sourire timide. « Est-ce que Marie peut faire des crêpes avant qu'on parte ?» Étienne tapote la tablette de son fils. « C'est déjà prévu, et j'ai demandé à Madame Chen de mettre à jour tes dossiers pour la réunion. » Julien fronce les sourcils. « Tu veux que je sois gentil avec la petite fille du PDG de Thornfield, c'est ça ?» Étienne marque une pause, déconcerté par la perspicacité de son fils. Claire aurait su quoi répondre. Elle savait toujours. « Non, Julien, sois toi-même. Mais dans notre monde, les relations comptent. L'amitié compte. Ta mère me l'a appris. » Le garçon semble satisfait de cette réponse. Étienne l'aide à rassembler ses affaires, remarquant à quel point les épaules de Julien paraissent frêles sous le poids des attentes qu'on place sur lui. Parfois, dans ces moments de silence, le doute s'insinue. Pousse-t-il son fils trop fort? Claire approuverait-elle sa manière d'élever leur fils? Mais dans le monde soigneusement construit d'Étienne Dubois, il n'y a pas de place pour le doute. Demain, ils seront à Londres pour conclure un accord de plusieurs milliards. Un pas de plus vers l'héritage qu'il veut laisser à son fils. Un héritage qui prouve que l'excellence ne connaît ni couleur, ni âge, ni limite. Le lendemain matin, l'aube éclaire l'appartement haussmannien des Dubois, dans le 16e arrondissement. La lumière dorée se répand sur les parquets en chêne et les moulures ornées. L'odeur des crêpes au beurre de Marie, la gouvernante, flotte dans l'air, une recette héritée de sa grand-mère bretonne. Julien est assis au comptoir de la cuisine, sa carte d'embarquement déjà chargée sur sa tablette, ses bagages monogrammés près de la porte. Contrairement à la plupart des enfants de son âge, il ne trépigne pas d'excitation à l'idée de prendre l'avion. Il consulte plutôt les projections financières de Thornfield, ses yeux concentrés derrière ses lunettes rondes. Mais lorsque Marie glisse une crêpe en forme de cœur devant lui, son sérieux fond en un sourire ravi. « Ton père veut que tu manges bien avant le vol, » dit Marie, son accent chantant réchauffant ses mots. Elle est avec la famille depuis avant la naissance de Julien, l'une des rares constantes dans sa vie depuis la mort de Claire. La nourriture en première classe n'est plus ce qu'elle était, même sur Air France. Julien coupe soigneusement sa crêpe. On prend un vol commercial aujourd'hui. Papa dit qu'il faut parfois se mêler au monde pour construire son caractère. Marie hausse un sourcil mais ne dit rien. En 20 ans au service des grandes fortunes parisiennes, elle a appris à ne pas poser de questions inutiles. Elle pose une autre crêpe dans l'assiette de Julien et lui ébouriffe doucement les cheveux, un geste d'affection qu'Étienne ne montrerait jamais en public. « Où est papa ?» demande Julien, consultant sa montre, un tic hérité de son père. « Appel urgent. Un problème avec les arrangements pour Londres ?» répond Marie, hésitante. « Leroux t'emmènera à l'aéroport. Ton père te rejoindra à la porte d'embarquement. » Le visage de Julien s'assombrit brièvement avant qu'il ne se reprenne. « D'accord, dit-il, imitant parfaitement le ton professionnel de son père. J'ai les dossiers à revoir de toute façon. » Marie observe le garçon se refermer derrière un masque de maîtrise, si semblable à celui d'Étienne. Elle se souvient de l'époque où Julien pleurait encore quand son père annulait des plans du vivant de Claire. Maintenant, à 8 ans, il accepte la déception avec une résignation qui lui brise le cœur. « Il fait de son mieux, tu sais, » murmure-t-elle. « Depuis que ta maman est partie. » Julien hoche la tête, coupant court avec une politesse qui rend la scène encore plus douloureuse. « Je sais. Lumière Technologies, c'est important, c'est notre héritage. » 1 heure plus tard, Julien est assis à l'arrière d'une berline noire, Antoine Leroux à l'avant, à côté du chauffeur. Les rues de Paris défilent, floues. Mais Julien ne les remarque pas, absorbé par sa tablette. « Ton père m'a demandé de te donner ceci, » dit Leroux, lui passant une petite boîte enveloppée de papier noir. Julien l'ouvre avec soin, découvrant une paire de boutons de manchette en argent,
orné d'un éclat de saphir. Une note, écrite de l'écriture précise d'Étienne, dit « Pour mon fils, qui brille plus que n'importe quel joyau, porte-les à la Réunion. Fais-leur voir ce que je vois. » Julien glisse les boutons dans sa poche, un nœud dans la gorge. Leroux remarque le garçon cligner des yeux rapidement avant de se replonger dans sa tablette. À l'aéroport Charles de Gaulle, une équipe de services spéciaux les attend au bord du trottoir. Julien est escorté à travers une file de sécurité privée, le statut de son père ouvrant des portes inaccessibles à la plupart des voyageurs. Leroux reste avec lui jusqu'au salon de première classe. « Ton père te rejoindra ici » explique-t-il, vérifiant sa montre. Son hélicoptère a été retardé en quittant Bordeaux. Julien s'installe dans un fauteuil en cuir avec vue sur la piste et commande un jus de pomme sans glace, avec une rondelle de citron, auprès d'une hôtesse qui sourit à son comportement d'adulte. Une heure passe, puis une autre. Julien garde sa position, consultant sa montre en alternance avec le tableau des départs. Leroux passe des appels discrets dans un coin, son expression de plus en plus inquiète. Enfin, son téléphone sonne. Il écoute, puis s'approche de Julien. Il y a une situation à l'usine de Bordeaux. Ton père. Il choisit ses mots avec soin. Il ne pourra pas prendre ce vol. Julien encaisse la nouvelle avec une maîtrise exercée. On reprogramme? Leroux secoue la tête. Non. Ton père veut que tu ailles à Londres. Il prendra le jet de la compagnie ce soir, une fois la situation réglée. Mais Dupont attendra à Heathrow. Julien hésite, sa voix trahissant pour la première fois son âge. Je voyage seul? Leroux s'agenouille à sa hauteur. Tu auras les meilleurs soins, première classe tout du long. Je t'escorterai jusqu'à l'avion et m'assurerai que l'hôtesse veille sur toi. Ton père pense que tu es prêt. Ces derniers mots redressent l'échine de Julien. Prêt. Son père croit qu'il est prêt. Bien sûr, dit-il, rassemblant sa tablette. Je suis un Dubois, après tout. Alors qu'ils approchent de la porte d'embarquement, Leroux reçoit un autre appel. Je dois prendre cet appel, c'est ton père, dit-il à Julien. Reste ici, où je peux te voir. Ne bouge pas. Julien hoche la tête, se tenant sagement près d'un pilier. Il observe le terminal animé, la chorégraphie des voyageurs, hommes d'affaires pressés, familles jonglant avec enfants et bagages, personnel navigant dirigeant le flux. L'annonce pour l'embarquement des passagers de première classe retentit. Leroux est toujours au téléphone, gesticulant avec emphase. Julien consulte sa carte d'embarquement, puis la porte où les passagers commencent à former une file. Son père lui a appris à être ponctuel, à prendre des initiatives. Prenant une décision, il s'approche de l'agent de la porte. « Excusez-moi, dit-il, sa voix claire et assurée. Je suis Julien Dubois. J'ai un billet en première classe. » Il présente sa carte digitale. L'agent sourit. « Où sont tes parents, mon petit ? Mon père a été retenu par affaire. Son chef de la sécurité est juste là. » Julien désigne Leroux, toujours au téléphone. « Il m'a dit de monter à bord. » L'agent semble dubitatif jusqu'à ce qu'il scanne la carte. Le nom Dubois déclenche une note spéciale. Dans le système, client VIP. Traitement prioritaire. Son attitude change subtilement. Bien sûr, monsieur Dubois. Laissez-moi vérifier avec mon superviseur. Après une brève concertation, l'agent fait signe à une hôtesse, Sophie Garnier, qui escorte Julien dans la passerelle. Leroux, voyant cela, adresse un regard interrogateur au garçon. Julien brandit sa carte et pointe l'avion. Leroux hoche la tête, levant un doigt, 1 minute. À bord, Sophie installe Julien au siège 2A, côté hublot, dans la première rangée de la première classe. Elle l'aide à ranger son sac. « Tu voyages seul, monsieur Dubois ?» demande-t-elle, notant son nom sur le manifeste. « Oui, mon père me rejoindra à Londres ce soir. » Il s'installe dans le large siège, disposant sa tablette sur la tablette pliable. « Tu es entre de bonnes mains. Je m'appelle Sophie et je m'occuperai de toi pendant le vol. Veux-tu quelque chose avant la fin de l'embarquement ? » « De l'eau, sans glace, s'il vous plaît, » répond Julien, déjà concentré sur sa tablette. Alors que Sophie s'éloigne, il regarde par le hublot. Il a voyagé des dizaines de fois, mais toujours dans le jet privé de son père. Cette fois, c'est différent, excitant à sa manière. Il prouve qu'il peut se débrouiller seul. Son père sera fier. La cabine se remplit peu à peu. Julien sirote son eau, révise ses notes sur Thornfield Innovation et se prépare mentalement pour la réunion. Il imagine impressionner les cadres de Thornfield avec ses connaissances. Puis une ombre s'étend sur sa tablette. Il lève les yeux pour voir un homme debout dans l'allée, Claude Moreau, le fixant avec une expression passant de la confusion à la colère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» demande Moreau, regardant alternativement Julien et sa carte d'embarquement. « Il y a une erreur. C'est mon siège. »
Et ainsi commence l'effondrement du monde, soigneusement construit par Étienne Dubois pour son fils. Sors de là tout de suite. Petit. Répète Moreau. Sa voix tranchante. Je me fiche de qui tu es ou d'où tu viens. La première classe, c'est pas pour les gosses comme toi. Julien se fige à nouveau, ses mains serrant les accoudoirs. Ses yeux cherchent Leroux, mais il est toujours à l'extérieur. Moreau abat sa carte contre l'appui-tête. T'es sourd? C'est mon siège. Dégage, ou je te fais jeter dehors. Les smartphones se lèvent discrètement. Sophie Garnier revient en hâte. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Je ne me calmerai pas tant que ce gamin n'aura pas quitté mon siège, hurle Moreau, désignant Julien avec mépris. Une femme élégante assise de l'autre côté de l'allée, Sophie Laurent, une journaliste connue pour ses enquêtes incisives sur France Inter, baisse son magazine. À côté d'elle, Amine Khalil, un chef cuisinier d'origine algérienne, qui possède un restaurant étoilé à Paris, observe la scène avec une colère contenue. Julien, malgré la peur, parle enfin. Mon père a payé pour ce siège, monsieur. J'ai la bonne carte. Il tend la main vers son sac. Ton père? Ricane Moreau. Un type qui a eu un coup de chance avec les quotas, hein? Un footballeur? C'est qui ton papa? Kylian Mbappé? Sophie Garnier pâlit. Monsieur, je vous en prie. Mais les mots de Moreau résonnent dans la cabine, et les smartphones capturent chaque seconde. Sophie Laurent, indignée, intervient. Monsieur, vous parlez à un enfant. Un peu de respect. Moreau se tourne vers elle. Furieux. Ça ne vous concerne pas, madame. Amine Khalil, jusque-là silencieux, se lève à moitié. Ça nous concerne tous quand un adulte s'en prend à un gosse, dit-il. Son accent parisien, teinté d'une pointe d'Alger. Moreau l'ignore, se concentrant sur Julien. Je prends ce siège tous les mois depuis 15 ans. 15 ans. Et maintenant, on me le vole pour ça? Son geste désignant Julien est chargé de mépris. Julien, se souvenant des leçons de son père, ne jamais leur montrer qu'ils t'atteignent, touche les boutons de manchette dans sa poche, puisant du courage dans leur lien avec Étienne. Sophie Garnier, tentant de désamorcer la situation, dit fermement. Monsieur Moreau, vous et ce jeune homme avez été assignés au siège 2A. C'est une erreur système. Nous pouvons vous offrir le siège 2C, qui est identique. Je ne veux pas le 2C, aboie Moreau. Je veux mon siège, celui qui est dans mon profil client. Sophie Laurent soupire, exaspérée. Monsieur, le garçon a proposé de résoudre le problème calmement. Pourquoi ne pas accepter le 2C? Ce sont des sièges identiques. C'est une question de principe, hurle Moreau. Amine Khalil secoue la tête, murmurant à Sophie Laurent. Ce type ne supporte pas qu'un gamin noir soit à sa place. C'est tout. Julien, toujours immobile, sent la tension monter. Puis, une voix inattendue s'élève. Monsieur Moreau, dit-il doucement mais clairement, je suis désolé si cela vous dérange. Je peux changer de siège si c'est important pour vous. L'offre, venant d'un enfant après l'attitude de Moreau, jette un froid dans la cabine. Plusieurs passagers murmurent leur désapprobation envers Moreau. Leroux apparaît enfin à l'entrée de la cabine, son regard durcissant en voyant la scène. Monsieur Dubois, appelle-t-il, sa voix résonnant avec autorité. Tout va bien ici? Moreau se retourne, déstabilisé par l'arrivée de cet homme imposant en costume sombre. Et vous, vous êtes qui? Leroux l'ignore, se concentrant sur Julien. Vous allez bien, monsieur? L'emploi du monsieur pour un enfant de 8 ans fait tiquer Moreau. Monsieur? C'est un gamin. Leroux se tourne vers lui, son ton glacial. C'est Julien Dubois, fils d'Étienne Dubois, PDG de Lumière Technologies. Il a été assigné au siège 2A. Je vous suggère de lui parler avec respect. Un murmure parcourt la première classe à la mention de Lumière Technologies, l'entreprise qui révolutionne la cybersécurité mondiale. Même Moreau semble vaciller un instant. Mais il se ressaisit. Je me fiche de qui est son père. Ce siège est à moi, je m'assois toujours en 2A. La voix du capitaine retentit dans l'intercom. Équipage, préparez-vous pour le départ. Sophie Garnier, désespérée, regarde entre Moreau, Julien et Leroux. Monsieur, nous devons résoudre ceci immédiatement. Monsieur Moreau, prenez le 2C pour l'instant, nous clarifierons en vol. Je ne bougerai pas pour lui, crache Moreau, laissant un sous-entendu raciste planer. Julien, toujours calme, répète « Je peux changer de siège ». Leroux pose une main protectrice sur son épaule. « Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Dubois. Votre père a réservé ce siège spécifiquement. » À Sophie Garnier, il ajoute « Vérifiez le système ». La réservation de M. Dubois a été faite il y a des semaines. Sophie s'éloigne pour consulter sa tablette. Moreau, sentant l'opinion de la cabine se retourner contre lui, redouble d'agressivité. « C'est ridicule.
Je suis membre platine avec 3 millions de milles. Ce gamin n'a même pas de numéro de fidélité. Sophie Laurent, exaspérée, intervient à nouveau. Mon Dieu, acceptez le 2C et cessez de vous ridiculiser. Sophie Garnier revient, l'air troublé. Monsieur Moreau, la réservation de M. Dubois pour le 2A a été confirmée il y a 3 semaines. La vôtre indique le 2C. Il semble que votre siège ait été modifié lors de l'enregistrement via l'application ce matin. Je n'ai rien changé, hurle Moreau, son visage virant au pourpre. Ses yeux se posent sur Julien, et une lueur mauvaise y brille. Je vois ce qui se passe. Un traitement de faveur, hein, pour marquer des points de diversité? Leroux s'avance, se plaçant partiellement entre Moreau et Julien. Monsieur Moreau, je vous conseille de revoir votre ton. Un autre passager, un homme d'affaires en costume gris, lance depuis l'arrière. Prenez l'autre siège. Bon sang. Vous retardez le vol. Mais Moreau est hors de contrôle, son visage déformé par la rage. Non, c'est mon siège. Je ne serai pas déplacé par un quota. Ça suffit. Le capitaine, Pierre Martin, apparaît à l'entrée de la cabine, son autorité de vétéran de l'aviation imposant le silence. Quel est le problème? Sophie explique rapidement. Le capitaine écoute, puis se tourne vers Moreau. Monsieur, je comprends votre frustration, mais nous avons 2 passagers assignés au même siège à cause d'une erreur. Nous vous offrons un siège identique à côté. Acceptez, ou je devrais vous faire escorter hors de l'avion. Moreau se redresse, outré. Vous savez qui je suis? Je suis Claude Moreau, vice-président chez Fournier Finance. Je dépense 100 € par an avec votre compagnie. Le capitaine reste impassible, et nous apprécions votre fidélité, monsieur Moreau. Maintenant, prenez le 2C. Je veux parler à votre supérieur, hurle Moreau, postillonnant. Le capitaine durcit le ton. Je suis le supérieur à bord. Vous retardez le vol. Dernière chance. Un silence tendu s'abat. Moreau semble enfin réaliser l'image qu'il renvoie. Un homme adulte faisant une crise pour un siège, s'en prenant à un enfant. Pendant un instant, on croit qu'il va céder, puis son regard tombe sur Julien, toujours calme, digne, et quelque chose semble se briser en lui. C'est du racisme inversé, déclare-t-il. C'est ça, le problème de la France aujourd'hui. Je travaille toute ma vie, je paie mes impôts, je voyage avec cette compagnie depuis des décennies, et on me pousse pour lui, pour des photos de diversité dans votre rapport annuel? Des exclamations choquées fusent dans la cabine. Le capitaine se tourne vers Sophie Garnier. Appelez le contrôle au sol. Nous retournons à la porte. Demandez une escorte de sécurité. Alors que l'annonce est faite, Moreau proteste. Vous ne pouvez pas faire ça. J'ai une réunion à Londres demain. Mais il est trop tard. La passerelle est reconnectée à l'avion. Julien reste immobile, son expression contrôlée malgré les larmes qui menacent au coin de ses yeux. Leroux se penche vers lui. Vous avez agi avec une dignité parfaite, monsieur Dubois. Votre père serait fier. Sophie Laurent, de l'autre côté de l'allée, adresse un hochement de tête approbateur à Julien. Amine Khalil murmure. Ce gamin a plus de classe que ce type n'en aura jamais. Sophie Garnier s'approche de Julien. Je suis désolé. Monsieur Dubois. Voulez-vous quelque chose en attendant? Julien secoue la tête. Non, merci. Ça va. Sa voix reste stable, masquant le tumulte intérieur. Ce que personne dans l'avion ne sait encore, c'est que Sophie Laurent a déjà publié la vidéo sur Twitter, taguant Lumière Technologies et plusieurs médias. À l'instant où la sécurité embarque pour escorter Moreau, la vidéo commence à circuler. Lorsque le vol décollera enfin, sans Moreau mais avec Julien toujours en 2A, elle aura atteint 100 vues. Et à Paris, où Étienne Dubois gère une crise dans une usine de Lumière Technologies, son téléphone est sur le point de sonner avec une nouvelle qui va tout changer. La pluie d'automne continue de marteler les vitres du Penthouse des Dubois, dans le 6e arrondissement de Paris, tandis que la nuit enveloppe la ville d'un voile sombre. Étienne Dubois, silhouette imposante dans son bureau aux lignes épurées, fixe les lumières scintillantes de la capitale sans vraiment les voir. Son téléphone, posé sur le bureau en acajou, vibre avec insistance, affichant le nom d'Antoine Leroux. Étienne décroche, le cœur lourd d'un pressentiment. Antoine, parlez. La voix de son chef de la sécurité est tendue, presque brisée par une colère contenue. Monsieur, il y a eu un incident à bord de l'avion impliquant Julien. Le monde d'Étienne se rétrécit à un point précis, comme si l'air s'était raréfié. Est-il blessé? Demande-t-il, sa voix d'une froideur d'acier masquant la peur qui monte en lui. Non, monsieur, mais un passager, un homme blanc d'une 50aine d'années, a contesté l'attribution de son siège. Ça a dégénéré, des insultes raciales, devant toute la cabine de première classe. Étienne sent une fureur brute l'envahir, mêlée d'une culpabilité lancinante.
Définissez dégénéré, ordonne-t-il, ses doigts serrant le téléphone au point de blanchir ses jointures. Leroux hésite une fraction de seconde, juste assez pour qu'Étienne comprenne que c'est grave. Des propos sur des quotas de diversité, des insinuations sur votre réussite, monsieur. Le capitaine a fait revenir l'avion à la porte et a expulsé l'homme. Mais c'est filmé. La vidéo circule déjà sur les réseaux, avec Lumière Technologies en tag. Une rage incandescente explose dans la poitrine d'Étienne, mais il la contient, comme toujours. Julien, son fils de 8 ans, n'aurait jamais dû affronter cela. Pas seul. Pas si tôt. Julien va bien? Demande-t-il, sa voix tremblant légèrement malgré lui. Il a été exemplaire, monsieur. Plus composé que la plupart des adultes. Il est avec moi, nous rentrons aux Pentouses. Étienne ferme les yeux, luttant contre l'image de son fils, si petit, si vulnérable, face à la haine d'un inconnu. Annulez Londres, dit-il enfin, sa décision prise. Ramenez Julien à la maison immédiatement. Je veux tout savoir sur cet homme. Nom, profession, tout. Leroux répond avec une satisfaction froide. C'est Claude Moreau, vice-président chez Fournier Finance. Nous avons déjà son dossier. Étienne hoche la tête, bien que Leroux ne puisse pas le voir. Bien, mettez nos équipes dessus. Je veux chaque détail de sa vie d'ici mon retour à Paris. Et Antoine, assurez-vous que Julien ne voit ni les infos, ni les réseaux sociaux. Compris, monsieur. Étienne raccroche et reste immobile un instant, luttant pour contenir la tempête d'émotions qui menace de briser sa maîtrise légendaire. Il y a 3 ans, lorsque Claire, sa femme, est morte dans l'accident de voiture dont il a réchappé, il a fait une promesse à sa mémoire. Protéger Julien de tout ce qui pourrait le blesser. Aujourd'hui, il a échoué. Dans le centre de recherche Lumière Technologies, à Saclay, Étienne était en pleine réunion de crise lorsque l'appel de Leroux l'a interrompu. Les murs de verre de la salle de conférence reflètent son image. Un homme en costume sombre, les traits tirés par l'épuisement. Autour de la table, les cadres et scientifiques de l'équipe R&D attendent, tendus. « Vous me dites donc, » commence Étienne, sa voix basse mais tranchante, qu'un mois de données sur notre nouveau protocole de cybersécurité a été compromis? Docteur. Amélie Chen, directrice de la recherche, ajuste nerveusement ses lunettes. Pas compromis, monsieur, potentiellement exposé. La brèche est contenue, mais nous devons encore déterminer son étendue. Étienne plisse les yeux. Vous m'aviez assuré que ce centre était inviolable. Amélie soutient son regard, courageuse malgré la pression. Rien n'est totalement inviolable, monsieur. C'est pourquoi nous avons des protocoles de confinement. Nous traçons la source. Nous aurons des réponses d'ici quelques heures. Avant qu'Étienne ne puisse répondre, son téléphone avait vibré, affichant le nom de Leroux. Maintenant, alors qu'il se tient seul dans un couloir vitré surplombant les laboratoires, la crise technologique semble dérisoire face à ce que son fils vient de vivre. Il appelle son pilote. Préparez l'hélicoptère. Je retourne à Paris. Maintenant. La cybersécurité attendra. Julien a besoin de lui. De retour dans le Pentouze, l'ambiance est lourde. Julien est assis sur le canapé en cuir où, ce matin encore, il préparait sa réunion à Londres. Sa tablette a été confisquée par Leroux, qui veille près de l'ascenseur, une sentinelle silencieuse. Julien fixe l'horizon parisien, son expression indéchiffrable. Marie, la gouvernante, apporte un verre d'eau. Mais Julien refuse poliment de manger. Il n'a posé aucune question, murmure Leroux à Étienne, lorsque ce dernier entre, ôtant sa veste et la posant sur une chaise. Étienne desserre sa cravate, mais ne l'enlève pas, fidèle à ses habitudes de formalité même en temps de crise. Il s'approche de son fils et s'assoit à ses côtés. « Julien, dit-il doucement. Je suis là maintenant. » Le garçon tourne la tête, et Étienne est frappé par la maturité soudaine dans ses yeux, comme si l'incident l'avait vieilli en quelques heures. « Tu as annulé Londres, » observe Julien, sans poser de questions. Étienne hoche la tête. Certaines choses sont plus importantes que les affaires. Il pose une main hésitante sur l'épaule de son fils. Antoine m'a dit ce qui s'est passé. Tu as été digne, comme toujours. Julien baisse les yeux. J'ai fait ce que tu m'as appris. Ne jamais leur montrer qu'ils m'atteignent. La fierté d'Étienne est teintée de chagrin. Son fils ne devrait pas avoir à porter cette armure à 8 ans. Je suis désolé, Julien. J'aurais dû être là. Julien semble surpris. Ce n'était pas ta faute, papa. Étienne secoue la tête. C'est mon travail de te protéger. J'ai échoué. Julien le regarde, pensif. Tu ne peux pas me protéger de tout. Maman disait ça. L'évocation de Claire prend Étienne au dépourvu, une douleur familière remontant à la surface. Oui, elle le disait, murmure-t-il. Un sourire triste aux lèvres. Elle était très sage.
Julien continue, comme s'il avait besoin de mettre des mots sur ce qu'il ressent. L'homme était très en colère. Il disait que le siège était à lui, que je n'avais rien à faire là. Étienne sent sa mâchoire se crisper. Il avait tort. Julien hésite, puis pose la question qui le hante. C'était à cause de ma couleur de peau, n'est-ce pas? C'est pour ça qu'il était si fâché? Étienne se trouve face à un dilemme familier. Expliquer le racisme à son fils sans laisser cette réalité définir son regard sur le monde. Claire était meilleure pour cela, trouvant toujours l'équilibre entre vérité et espoir. Certains, commence-t-il prudemment, ne voient pas au-delà de l'apparence. Cet homme t'a vu? Toi, un enfant noir, et non Julien Dubois. Brillant, posé, et tout aussi légitime que quiconque dans ce siège. Sa colère parle de ses propres limites, pas de ta valeur. Julien assimile ces mots, les tournant et retournant dans son esprit. J'ai proposé de changer de siège, avoue-t-il. Était-ce une erreur? Aurais-je dû tenir bon? Étienne secoue la tête avec fermeté. Non, tu as montré de la grâce sous pression. La dignité, ce n'est pas refuser de céder, mais choisir de le faire avec force, pas par faiblesse. Il serre l'épaule de son fils. Je suis fier de toi. Julien se blottit contre lui, un rare signe de vulnérabilité. Antoine a pris ma tablette. Il ne veut pas que je voie les infos. C'est grave. Étienne envisage de mentir, puis opte pour la vérité. L'incident a été filmé. Il est partagé en ligne et à la télévision. L'horreur passe dans les yeux de Julien. Les gens me regardent me faire crier dessus. Étienne corrige doucement. Il te regarde rester digne pendant qu'un adulte perd le contrôle. Il voit ta force, fiston. Julien reste silencieux, absorbant l'idée. Puis il demande. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est une question qu'Étienne rumine depuis l'appel de Leroux. La réponse évidente, celle d'un PDG, serait de publier un communiqué, peut être de porter plainte contre la compagnie aérienne et de passer à autre chose. Protéger la marque, minimiser les perturbations, recentrer l'attention sur l'acquisition de Thornfield. Mais ceci n'est pas une question d'entreprise. C'est une question de père et de fils. Maintenant, dit Étienne, sa décision se cristallisant, nous allons montrer au monde qui sont les Dubois. Julien le regarde, interrogateur. Étienne soutient son regard avec une détermination d'acier. Cet homme, Claude Moreau, a cru pouvoir t'intimider parce que tu es jeune et noir. Il va découvrir que c'était la pire erreur de sa vie. Le lendemain matin, alors que le soleil perce à travers les rideaux du Penthouse, Étienne est réveillé par un appel inattendu. L'écran affiche Madeleine Lefebvre. Madeleine, ancienne juge à la Cour de cassation et mère adoptive de Claire, n'a pas contacté Étienne depuis les funérailles de sa femme. Il décroche, prudent. « Madame la juge, dit-il, sa voix neutre. Cela fait longtemps. 3 ans, 2 mois et quelques jours, répond Madeleine avec sa précision légendaire. Depuis les obsèques de Claire, Étienne ferme les yeux brièvement. Je suis surpris de votre appel. Madeleine va droit au but. J'ai vu la vidéo de mon filleul insulté sur un vol pour Londres. Pensiez-vous que je ne réagirais pas? Étienne est déconcerté. Je ne pensais pas que vous saviez qu'il était votre filleul. Nous n'avons pas gardé contact. Un soupir léger traverse la ligne. Ce fut votre choix, Étienne, pas le mien. Claire aurait voulu. Ne me dites pas ce que Claire aurait voulu, interrompt Étienne, la douleur affûtant son ton. Je vis avec ces questions tous les jours. Un silence chargé s'installe, rempli de chagrin partagé. Comment va Julien? Demande enfin Madeleine, sa voix plus douce. Secoué, mais résilient. Comme sa mère. Étienne sent sa gorge se serrer. Il s'est comporté avec une dignité remarquable. J'ai vu, répond Madeleine, une pointe de fierté dans la voix. Il a l'élégance de Claire et votre force. Étienne ne répond pas immédiatement, troublé par la comparaison. Pourquoi appelez-vous maintenant? Demande-t-il enfin. Parce que cet homme, Moreau, doit répondre de ses actes, dit Madeleine, son ton durcissant. Et parce que Julien a besoin de voir la justice s'accomplir. Étienne s'adosse à son fauteuil, surpris par la véhémence de cette femme d'ordinaire si mesurée. Je m'en occupe. Je n'en doute pas, répond Madeleine. Avec toute la puissance de Lumière Technologies. Mais ceci n'est pas seulement une affaire d'entreprise, Étienne. C'est une affaire de famille. Le mot famille résonne entre eux. Depuis la mort de Claire, Étienne a défini la famille de manière étroite, lui et Julien contre le monde. Il a tenu à distance les proches de Claire, y compris Madeleine, comme si partager Julien risquait de diluer son lien avec son fils ou le souvenir de sa femme. Que proposez-vous? Demande-t-il, prudent. Laissez-moi aider, répond Madeleine simplement. Pas en tant que juge, pas en tant que membre de conseil d'administration, mais en tant que marraine de Claire, en tant que quelqu'un qui aime Julien
même si j'ai été écarté de sa vie. La douce réprimande fait mouche. Étienne reconnaît la vérité dans ses mots. Il a isolé Julien, peut être trop, dans son désir de le protéger. Julien a parlé de vous, admet-il. Après les funérailles, il ne savait pas quoi dire. Madeleine répond doucement. Vous auriez pu dire que j'aimais sa mère comme ma propre fille, que je l'ai tenue dans mes bras bébés, que je serais là s'il avait besoin de moi. Étienne ressent le poids de ses choix. Il a cru que couper les ponts était plus facile que de maintenir des liens qui ravivaient la douleur. Venez prendre le petit déjeuner demain, dit-il soudain. 8 heures. Julien serait heureux de vous voir. Le silence à l'autre bout témoigne de la surprise de Madeleine face à cette ouverture inattendue. Je serai là, répond-elle, enfin. Et Étienne, ce que vous planifiez pour Moreau? Rappelez-vous que Julien observera votre façon de gérer cela. La justice et la vengeance projettent des ombres différentes. Après avoir raccroché, Étienne reste immobile, les yeux fixés sur les 3 écrans de son bureau. L'un affiche le dossier de Claude Moreau, compilé par son équipe de sécurité, vice-président chez Fournier Finance, marié, 2 enfants adultes, une carrière marquée par des succès, mais aussi par des conflits internes. Un autre montre la montée en flèche des réactions sur les réseaux sociaux, avec Siècle 2A et Lumière Technologies en trending. Le troisième affiche un communiqué de presse rejeté par Étienne, trop fade à son goût. Son téléphone vibre à nouveau. Un message de Camille Dubois, sa nièce de 22 ans, étudiante en droit à la Sorbonne et cousine de Julien. Oncle Étienne, je viens de voir la vidéo. Je peux passer voir Julien? Il doit être secoué. Étienne hésite, puis répond « Viens demain matin, avec Madeleine Lefebvre. » Camille, avec son énergie et sa passion pour la justice sociale, pourrait aider Julien à exprimer ce qu'il garde enfoui. Le lendemain, l'appartement s'anime sous l'effet des préparations de Marie. Une odeur de croissant chaud et de café fraîchement moulu emplit l'air. Julien, vêtu d'un polo bleu marine et d'un jean, est assis au comptoir, observant Marie avec un air pensif. « Tu fais beaucoup à manger, remarque-t-il. » Marie sourit, énigmatique. « Ton père a dit qu'on avait des invités. » Il a demandé la porcelaine de Limoges et l'argenterie. Julien plisse les yeux. « Des invités? Papa ne reçoit jamais à la maison. » Marie hausse les épaules, posant une pile de crêpes devant lui. Quelqu'un d'important, apparemment. Étienne entre, impeccable dans un costume décontracté, un rare compromis à son style formel. Il approuve les préparations d'un regard. « Parfait, Marie. » « Merci. » Il se tourne vers Julien, l'étudiant avec une intensité qui fait redresser le garçon. « Bien dormi ?» demande-t-il. Julien répond automatiquement. « Bien. » Puis il se reprend. « En fait, j'ai fait un cauchemar. » L'homme criait. « Et toi? Tu n'arrivais pas. » La vulnérabilité dans sa voix frappe Étienne comme un coup. « Je viendrai toujours pour toi, Julien. » « Toujours, tu le sais, n'est-ce pas ?» Julien hoche la tête, mais une ombre de doute persiste dans ses yeux. Étienne consulte sa montre. « Nos invités arrivent bientôt. »« Viens, je veux te montrer quelque chose. » Il conduit Julien dans son bureau, un espace où chaque détail reflète sa vie contrôlée, bibliothèque remplie de premières éditions, trophées d'industrie, photos encadrées avec précision. Il ouvre un petit coffre derrière son bureau, un geste qu'il n'a pas fait depuis la mort de Claire. « Je n'ai pas touché à ça depuis 3 ans, murmure-t-il, sortant une photo encadrée d'argent. Il l'attend à Julien avec révérence. Julien prend la photo avec précaution. Elle montre un Étienne plus jeune et clair, radieuse, lors d'une réception dans un jardin à Giverny. À leur côté, une femme élégante, aux cheveux argentés, regarde Claire avec une affection maternelle. « Qui est-elle » demande Julien, pointant la femme. « Madeleine Lefebvre » répond Étienne, « la marraine de ta mère. Elle était comme une seconde mère pour Claire après la mort de ta grand-mère. » Julien étudie la photo. « Je crois me souvenir d'elle aux funérailles. » Étienne hoche la tête. « Elle était là. Elle t'a tenu la main pendant la cérémonie. » Julien fronce les sourcils. « Pourquoi je ne l'ai pas revue depuis ?» La question, si simple, touche Étienne en plein cœur. Comment expliquer à un enfant que le chagrin peut rendre les adultes irrationnels? « C'est ma faute, admet-il. Après la mort de ta mère, j'ai fermé notre monde. Je pensais que c'était mieux. » Julien le regarde, perspicace. « Mais maintenant, tu penses que c'était une erreur ?» Étienne esquisse un sourire triste. « Oui, ta mère aurait voulu que tu connaisses Madeleine, que tu connaisses ceux qui l'aimaient. » Julien trace le visage de Claire sur la photo. « C'est elle, notre invitée ?» « Oui, » confirme Étienne. « Elle a vu la vidéo. Elle a appelé, elle vient parce qu'elle tient à toi,
parce qu'elle aimait ta mère. L'interphone bourdonne. La voix de Marie annonce. Monsieur Dubois, Madame Lefebvre et Mademoiselle Camille sont là. Madeleine Lefebvre entre la première, élégante dans un tailleur gris perle, ses cheveux argentés coiffés en chignon. À 74 ans, elle porte toujours l'autorité d'une femme qui a présidé des salles d'audience pendant des décennies. Derrière elle, Camille Dubois, avec ses dreadlocks soigneusement tressés et son énergie débordante, apporte une touche de modernité. Ses yeux s'illuminent en voyant Julien. « Salut, champion !» lance-t-elle, s'agenouillant pour l'enlacer. Julien, d'ordinaire réservé, lui rend un sourire timide. Madeleine s'approche, ses yeux s'adoucissant en regardant Julien. « Bonjour, Julien, dit-elle, sa voix chaude mais digne. La dernière fois que je t'ai vu, tu m'arrivais à la taille. » Elle mime une hauteur à mi-cuisse. Julien l'observe, puis regarde la photo qu'il tient encore. « Vous êtes sur cette photo avec maman. » Madeleine jette un coup d'œil à l'image. Une émotion fugace traversant son visage. « L'anniversaire de Claire, à Giverny, » murmure-t-elle. « Un jour heureux. » Elle lève les yeux vers Étienne, reconnaissante pour ce pont inattendu vers le passé. Julien, soudain animé, demande. « Vous avez d'autres histoires sur maman ?» Madeleine sourit. « Oh, des dizaines. Veux-tu les entendre ?» Julien hoche la tête avec enthousiasme, entraînant Madeleine vers sa chambre, où il garde un album de photos de Claire. Camille les suit, lançant un regard complice à Étienne. « Il est costaud, ton gamin, dit-elle. » Étienne hoche la tête, observant son fils disparaître avec Madeleine. Quelque chose se fissure dans la forteresse qu'il a bâtie autour de leur vie, une fissure qui laisse entrer une lumière qu'il avait tenté d'ignorer. Dans la chambre de Julien, impeccablement rangée, Madeleine découvre une surprise. Sur une étagère, à côté de livres sur les sciences et l'économie, trône une photo encadrée de Claire tenant un nourrisson Julien. Son visage rayonnant de joie. « Ta mère était si belle, » murmure Madeleine, la voix brisée. Julien l'observe attentivement. « Papa dit que j'ai ses yeux. C'est vrai, » confirme Madeleine. « Et sa gentillesse. Je l'ai vu dans la façon dont tu as géré l'incident dans l'avion. » Julien baisse les yeux. « Vous avez vu la vidéo ?» Madeleine s'assoit sur le bord du lit, invitant Julien à la rejoindre. « Oui. Et ça m'a rappelé une histoire à propos de ta mère. » Julien relève la tête. Curieux. « Quelqu'un a été méchant avec elle comme ça ?» Madeleine acquiesce. « Quand elle était jeune avocate, stagiaire dans mon cabinet, un confrère l'a prise pour une assistante administrative à cause de sa couleur de peau. Sais-tu ce qu'elle a fait ?» Julien secoue la tête, avide d'en savoir plus. Elle n'a pas crié, elle n'a pas corrigé directement. Elle a rédigé un mémoire juridique si brillant qu'il a fait taire tout le monde. Le confrère était rouge de honte quand il a réalisé son erreur. Madeleine sourit. « Ta mère savait que l'excellence est la meilleure réponse à la bêtise. » Julien assimile l'histoire, la reliant à son propre vécu. « C'est pour ça que vous êtes venu? Pour me raconter ça ?» Madeleine secoue la tête. « Je suis venu parce que j'ai manqué trop de moments de ta vie, et parce que je voulais t'offrir des souvenirs de ta mère que même ton père ne connaît peu, être pas. » Julien écarquille les yeux. Comme quoi? Comme la fois où elle a organisé une manifestation à la fac de droit pour protester contre l'absence de professeurs femmes. Ou quand elle récitait Baudelaire par cœur pour m'impressionner, ou encore son amour pour les sandwichs au beurre de cacahuètes et cornichons. Julien grimace. « C'est dégoûtant. » Madeleine rit. « Ton père pensait pareil. » Un silence confortable s'installe. Puis Julien, jouant avec le bord de son lit, murmure « Papa est très en colère à cause de ce qui s'est passé. » Madeleine hoche la tête, sans surprise. « Évidemment, il t'aime profondément. » Julien fronce les sourcils. « Je crois qu'il va faire quelque chose à cet homme. Quelque chose de grave. » La perspicacité de l'enfant confirme les craintes de Madeleine. « Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» Julien lève les yeux, trop mûr pour son âge. « Je l'ai entendu au téléphone hier soir. Il a dit « Assurez-vous que c'est légal, mais tout juste. » Sa voix était comme quand quelqu'un à la compagnie fait une grosse erreur. Madeleine réfléchit. « Ton père est un homme puissant qui protège ce qui lui appartient. » Mais quoi? Insiste Julien. « Il y a une différence entre la justice et la vengeance, » dit-elle doucement. « La justice guérit, la vengeance blesse. » Julien médite ces mots. Qu'est-ce que maman aurait voulu? La question désarçonne Madeleine. Avant qu'elle ne puisse répondre, Camille entre, un large sourire aux lèvres. « Vous parlez de tante Claire? Elle aurait adoré te voir tenir tête à ce type, Julien. » Étienne apparaît dans l'embrasure, son regard s'adoucissant en voyant son fils entouré de Madeleine et Camille. « Le petit déjeuner refroidi, dit-il, mais il ajoute avec un sourire rare. Marie dit que les crêpes peuvent être réchauffées. » Julien regarde son père, puis Madeleine. « Est-ce que Madeleine peut revenir un autre jour? Elle me raconte des histoires sur maman. » La requête flotte dans l'air,
un pont fragile entre passé et présent. Étienne croise le regard de Madeleine, y lisant un mélange de défi et d'espoir. « Je pense que ça peut s'arranger, » répond-il enfin. « Si Madame la juge est d'accord. » Madeleine se lève, élégante. « Je suis libre tous les dimanches. » Et dans cet instant, alors que Julien sourit entre eux, quelque chose change dans la maison Dubois. Une lumière nouvelle perce l'armure qu'Étienne a construite, laissant entrevoir un avenir où Julien pourrait grandir entouré non seulement de son père, mais aussi de ceux qui portent le souvenir de Claire. Ce qu'aucun d'eux ne sait encore, c'est que cette alliance naissante sera cruciale dans les jours à venir. Alors que la punition de Claude Moreau prend une tournure inattendue et que la vidéo virale déclenche une conversation nationale qui placera la famille Dubois au cœur d'une tempête qu'ils n'avaient pas anticipée. Le soleil d'après-midi baigne la salle de réunion du Centre de dialogue interculturel, un espace moderne niché dans le 11e arrondissement de Paris. Les grandes fenêtres laissent filtrer une lumière douce, éclairant les visages autour de la table ronde. Julien Dubois, 8 ans, sérieux dans son blazer bleu marine. Étienne Dubois, son père, dont la posture rigide trahit une tension contenue. Madeleine Lefebvre, l'ancienne juge, élégante et posée. Sophie Laurent, la journaliste dont la vidéo virale a déclenché cette rencontre. Amine Khalil, le chef cuisinier au regard franc. Et Claude Moreau, visiblement mal à l'aise, flanqué de sa femme, Isabelle, une femme discrète aux yeux fatigués. Sophie Laurent, en médiatrice improvisée, ouvre la discussion. « Merci à tous d'être ici. Ce dialogue vise à comprendre. Pas à accuser. Julien, veux-tu commencer ?» Tous les regards se tournent vers le garçon, qui ajuste ses lunettes rondes avant de parler, sa voix claire mais ferme. « Monsieur Moreau, pourquoi m'avez-vous crié dessus dans l'avion? Était-ce vraiment à cause du siège 2A ?» La question, directe et sans malice, flotte dans l'air comme une flèche. Moreau s'agite sur sa chaise, son visage rougissant. « Ce n'était pas personnel, petit. J'étais fatigué, stressé. J'ai perdu mon calme. Julien, imperturbable, insiste. Mais vous avez dit des choses sur ma couleur de peau. Sur les quotas. Pourquoi ?» Étienne crispe les mains sous la table, mais Madeleine pose une main apaisante sur son bras. Moreau baisse les yeux, incapable de soutenir le regard de l'enfant. Isabelle intervient doucement. « Claude n'est pas comme ça d'habitude. Il a grandi dans un village où tout le monde se ressemblait. Il a eu des expériences difficiles, jeune, à cause de ses origines modestes. » Sophie Laurent fronce les sourcils. Cela ne justifie pas ses paroles. Amine Khalil, jusque-là silencieux, ajoute. « J'ai grandi à Belleville, fils d'immigrés. On m'a traité de tous les noms. Ça ne m'a pas donné le droit d'insulter un enfant. » Moreau tressaille. Mais son ton se radoucit. « Je ne voulais pas. Blessé. J'ai vu un gamin à ma place. Et j'ai pensé. » Il s'interrompt, cherchant ses mots. Julien, toujours calme, complète. « Vous avez pensé que je ne méritais pas d'être là. » Le silence est lourd. Moreau hoche la tête, honteux. « Oui. Et j'avais tort. » Madeleine prend la parole, sa voix mesurée mais autoritaire. « Monsieur Moreau, vous avez blessé un enfant, mais aussi ranimé des blessures plus profondes, celles d'une société qui juge sur les apparences. Ce que Julien a montré dans cet avion, c'est une dignité que beaucoup d'adultes n'ont pas. » Isabelle, les larmes aux yeux, ajoute « Quand j'ai vu la vidéo, j'ai eu honte. Claude n'a jamais parlé ainsi devant moi, mais je savais qu'il portait des frustrations. Il a été moqué, enfant, pour sa pauvreté. Ça l'a rendu amer. » Étienne, qui a gardé le silence, intervient enfin, sa voix basse mais tranchante. « Votre mari a attaqué mon fils pour ce qu'il est, pas pour ce qu'il a fait. Comprenez-vous ce que cela signifie pour un enfant de 8 ans ?» Moreau lève les yeux, rencontrant ceux d'Étienne pour la première fois. « Je commence à comprendre. J'ai vu la vidéo. Après, j'ai vu comment je me suis comporté. Ce n'était pas moi. » Sophie Laurent secoue la tête. « Ce n'était pas vous, ou vous ne voulez pas que ce soit vous, parce que ces mots sont sortis de votre bouche. » Amine ajoute, avec un sourire ironique. « En France, on aime parler de liberté et d'égalité, mais certains d'entre nous doivent encore se battre pour être vus comme égaux. » Julien, observant l'échange, pose une nouvelle question. « Monsieur Moreau, si je n'avais pas été noir, m'auriez-vous crié dessus comme ça ?» La salle se fige. Moreau ouvre la bouche, puis la referme, incapable de répondre immédiatement. Isabelle murmure. « Non, il ne l'aurait pas fait. » Moreau acquiesce, la gorge serrée. « Je ne crois pas, non, et c'est ce qui me rend malade maintenant. » Sophie Laurent, sentant l'émotion dans la pièce, propose une pause.
Pendant que les autres se dispersent pour prendre un café, Julien reste assis, regardant par la fenêtre. Étienne s'approche. « Tu es sûr de vouloir continuer, fiston ?» Julien hoche la tête. « Je veux comprendre pourquoi il pense comme ça. » Maman aurait voulu comprendre. Étienne, ému, pose une main sur son épaule. Elle serait fière de toi. Lorsque la discussion reprend, Sophie annonce une idée. Transformer cette rencontre en un documentaire éducatif, avec l'accord de tous. Nous pouvons montrer que la confrontation peut mener à la compréhension, dit-elle. Moreau, hésitant, accepte, poussé par Isabelle. Amine propose d'organiser un dîner au profit d'associations luttant contre les discriminations, avec Julien comme invité d'honneur. Madeleine, voyant l'opportunité, suggère d'intégrer le projet dans des programmes scolaires. Julien, inspiré, demande à Camille, sa cousine, de l'aider à créer un club à l'école pour parler de respect et de diversité. Quelques semaines plus tard, le documentaire Le siège de ZA est projeté dans une petite salle du quartier latin. Julien, assis entre Étienne et Madeleine, regarde les images de la rencontre où Moreau s'excuse publiquement, les larmes aux yeux. Le film se termine sur Julien, expliquant face caméra. « Je ne veux pas que quelqu'un d'autre se sente mal à cause de qui il est. » La salle applaudit et Étienne, pour la première fois depuis des années, sent une paix fragile s'installer. Plus tard, sur les quais de la Seine, Julien et lui partagent une glace à la vanille, un rituel qu'ils partageaient autrefois avec Claire. « Papa, dit Julien, est-ce que ça va changer quelque chose ?» Étienne regarde son fils, puis l'horizon parisien. « Ça commence avec toi, fiston. Et ça, c'est déjà énorme. » L'histoire du siège de ZA touche profondément par sa capacité à transformer une confrontation douloureuse en un message d'espoir et de compréhension. À travers Julien, un enfant de 8 ans confronté à la cruauté du racisme, nous voyons une leçon universelle. La dignité face à l'adversité est une force puissante. En France, où l'idéal d'égalité est chéri mais parfois imparfaitement appliqué, cette histoire nous rappelle l'importance de l'empathie et du dialogue pour surmonter les préjugés. Julien, par sa maturité et son calme, incarne une vérité que nous pouvons appliquer dans nos vies. Répondre à la haine par la compréhension et non par la vengeance ouvre la voie à un changement réel. Cette leçon s'étend à nos interactions quotidiennes, dans les écoles, les bureaux ou même dans nos familles. Écouter, questionner avec bienveillance et reconnaître nos propres biais peut transformer les conflits en opportunités de croissance. Ce récit nous invite à cultiver la patience et à construire des ponts, comme Julien et sa famille l'ont fait, pour une société plus juste. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Cliquez sur j'aime, diffusez la vidéo, abonnez-vous à notre chaîne pour plus de récits inspirants et laissez un commentaire pour partager vos réflexions. Ensemble, faisons grandir ce message d'unité et de respect.